Les feux de la conquête. Le sol d'Akshi est imbibé du sang des morts. Sur ces terres violentes où l'agressivité est aussi palpable qu'un vent brûlant, il ne faut qu'une étincelle de colère pour provoquer des guerres aussi longues que terribles. C'est pourtant là que furent posées les fondations des premiers nouveaux empires. Le vaste Aride. Akshi est appelé le royaume du feu. Il est formé de dizaines de continents séparés par des océans bouillonnants. Jadis, on y trouvait beaucoup de civilisations, mais pendant l'âge du chaos, elles furent quasiment anéanties à cause des pillages et des déprédations des serviteurs mortels de cornes et des hordes de démons. L'invasion du dieu du sang frappa en premier le vaste Aride. Ces plaines de cendres parcheminées et ces vallées volcaniques ont été lacérées par des guerres constantes, mais abritent plusieurs portes de royaumes vitales. C'est pour cette raison que le vaste Aride a été autrefois le théâtre de conflits féroces, lorsque les éternels de l'orage arrivèrent pour prendre les portes d'Azir des mains du rat de sang de Korgoskul qui dominait la région depuis longtemps. Suite à cette victoire, Sigmar entreprit de faire du vaste Aride une tête de pont pour poursuivre la guerre contre les dieux sombres. La sphère d'influence du dieu-roi grandit rapidement. Ces cités furent fondées et des forteresses érigées à Aridia, Vitrolia et sur le plateau Balaflamme. Elles étaient reliées par des sentiers mystiques et protégées par des régiments des guildes franches originaires d'Azir. C'est ainsi que furent posées les fondations d'une civilisation avec ses routes commerciales, ses châteaux frontaliers et ses colonies fortifiées où les survivants de l'âge du chaos purent se réfugier. Amerol Aksha, une moitié de la légendaire cité à deux queues, fut la première grande colonie à naître sur ces terres. Elle fut rapidement suivie par d'autres. Cœur sacré au sud de Golvaria, Anvilgard sur la côte de la mer bouillonnante et la citadelle montagnarde de l'œil de la tempête. Bien que séparées par des distances gigantesques, ces cités étaient reliées par des portes de royaumes par lesquelles les armées et des caravanes marchandes pouvaient voyager. Cœur sacré échange son minerai du sol de Golvaria et de la pierre de royaume contre des armes manufacturées à Amerol, tandis qu'Anvilgard s'est enrichi grâce au commerce des peaux des créatures monstrueuses qui vivent dans la mer bouillonnante. Revigoré par ces nouveaux marchés, l'empire commercial de Batar a commencé à dominer l'ouest du vaste Aride. Sa capitale, appelée le marché flottant, accueille les salles aux enchères les plus luxueuses des royaumes mortels, drapées de soie de feu et parfumées aux épices ardentes. Elle grouille de milliers de marchands affairés, n'obéissant pas au code strict appliqué par les conclaves des cités franches, le pouvoir de Batar croît. Son principal rival est le pouvoir neutre des réminiscences Agloraxie, une magocratie des montagnes d'Aspiria. Cette civilisation basée sur la magie n'est que l'ombre de l'empire Agloraxie de jadis, qui fut détruit par les serviteurs du dieu du sang pendant l'âge du chaos. Malgré tout, elle s'est renforcée en récupérant à son profit des reliques des mages Agloraxie disséminées dans tout le vaste Aride. Désormais restaurées, de grandes citadelles d'Agloraxia sont en compétition avec les caravanes de Batar pour les trésors cachés du vaste Aride. Capillaria, la 2 fois morte. Comme beaucoup de régions du Royaume du Feu, Capillaria abritait jadis de nombreuses tribus belliqueuses et ombrageuses. L'arrivée du dieu roi mua ses émotions destructrices en qualités utiles au dieu roi.
Les habitants de Capillaria devinrent des colons et des bâtisseurs incomparables qui domptèrent les terres hostiles d'Akshi avec une énergie inépuisable. En dépit de désastres répétés, cet enthousiasme n'a pas été entamé. Capillaria est appelée la 2 fois morte, car ses pierres ont été ravagées à 2 reprises. D'abord, quand la population a été éradiquée pendant l'âge du chaos, puis de nouveau, quand des centaines de milliers de serviteurs des dieux sombres ont été passés au fil de l'épée au cours des croisades de la tempête de Sigmar. Capillaria partage ses frontières avec Aridia et le plateau de Balaflamme, 2 régions en guerre depuis l'âge du chaos. Sa frontière orientale est protégée par l'immense chaîne adamantine, bien que ces montagnes aux relents de soufre n'aient jamais été entièrement débarrassées de leur tribu Oruk. Au sud de Capillaria se trouvent des côtes déchiquetées et brûlantes. Même si elles sont officiellement dans les limites du nouvel empire de Sigmar, ce sont des terres sauvages et ravagées par des corsaires inféodés à cornes. Capillaria est une des provinces les plus riches et les plus prestigieuses du dieu roi. La présence notable d'Amerol Aksha, considéré comme le cœur de son empire en dehors d'Azir, assure des renforts militaires constants et un afflux de richesses en provenance de royaumes lointains. Les riches veines de pierres de royaume et d'autres minerais de Capillaria attirent des colons originaires d'Azir qui fondent leur place forte sigmarite sur les terres sauvages avec l'aide de courageux pionniers de Capillaria. Malgré cette expansion rapide, Capillaria est loin d'avoir été colonisée. Ceux qui s'aventurent dans la nature hostile doivent être prêts à se battre, car la terre 2 fois morte est impitoyable envers les faibles. Les croisades dans le royaume du feu. Les croisades zéophores d'Akshi, surtout celles partant d'Amerolaksha, comprennent un solide noyau de troupes des guildes franches, souvent des épéistes appuyés par des régiments d'arquebusiers bien entraînés. Ces armées sont très efficaces en terrain dégagé où l'infanterie peut fixer l'ennemi pendant que les formations de cavalerie d'élite, telles les redoutés lanciers amélariens, montés sur leurs demi-griffons, chargent les flancs. Toutefois, une des troupes les plus sous-estimées et pourtant les plus essentielles est celle des détachements ingénieurs de combat du Hardin. On affirme que des guerriers dépossédés et des spécialistes de l'arsenal Soudfer peuvent fortifier une position du champ au château, pour reprendre une expression, avant même que l'ennemi ait le temps de se déployer pour la bataille. L'artillerie d'Amerol est renommée pour sa fiabilité et pilote l'ennemi qui se trouve face au dilemme de se ruer la tête la première contre le mur de bouclier de l'infanterie ou d'être anéanti par ce barrage. Un des plus grands avantages des croisades zéophores sur leurs adversaires est leur autosuffisance. Il y a déjà bien longtemps que les plus éminents stratèges d'Azir ont compris la nécessité pour une armée d'être autonome, même sur les terrains les plus hostiles, car leur objectif n'est pas uniquement la destruction de l'ennemi, mais aussi la consolidation des gains. Par conséquent, chaque croisade est immanquablement accompagnée par divers bâtisseurs, logisticiens et chasseurs de sorts, ainsi que par des tours de guet éterportées et des constructions mécaniques comme les mécaphores et les marches-frontières. Il s'agit ni plus ni moins que de forts ambulants capables de s'installer sur les terres hostiles pour servir de base arrière à des expéditions. Comme pour la cité d'où ils proviennent, où la doctrine militaire est très codifiée et testée par la théorie et la pratique, les croisades d'Amerol Aksha sont le gabarit selon lesquels la majorité des armées sigmarites sont rassemblées.
La population de la ville est si importante que ses armées forment l'essentiel des forces mortelles du dieu roi. L'image typique d'un soldat des Guildes-Franches est celle d'un guerrier des tuniques dorées. Les Capillariens forment une bonne partie des expéditions Éophore car ils sont avides de se venger des puissances de la ruine. Ils ont subi la pire des oppressions au cours de l'âge du chaos et sont prêts à mourir en prenant glorieusement leur revanche contre leurs ennemis afin de se laver des affronts passés. Les habitants des autres royaumes considèrent souvent les Akshians comme un peuple belliqueux et impulsif. Cependant, la force de notre âme nous a permis de façonner les plus grandioses cités des royaumes mortels. Nous avons vaincu les sauvages qui avaient ravagé nos terres et repoussé nos frontières grâce à nos rêves de conquête et de colonisation. Il me semble que certains peuples feraient bien de s'inspirer de notre exemple. Citation de Virena Taladin, acclamator général d'Amerol Aksha. Amerol Aksha. Amerol Aksha est une moitié de la mégalopole appelée la cité à deux queues. Elle repose sur le commerce aussi bien que sur l'industrie. Ces rues venteuses et noircies par la suie abritent des dizaines de milliers de mortels et ces mégaphores progressent sans cesse pour étendre ses limites. Même les Sigmarites qui vivent dans les coins les plus reculés des royaumes mortels ont entendu parler d'Amerol Aksha, le cœur industriel de l'empire de Sigmar. Beaucoup l'ont entendue décrite comme une cité merveilleuse, un monument à la gloire du progrès et un havre de paix pour les peuples libres. À un certain point de vue, tout cela est vrai. Néanmoins, seule une petite partie de sa population bénéficie de cette grandeur. Amerol Aksha est énorme. C'est sans conteste la plus grande cité franche des royaumes mortels. Elle se trouve au sud-ouest de Capillaria, sur des plaines craquelées et des collines desséchées appelées les terres de cendres. On pourrait penser que cette région aride n'était pas idéale pour installer la plus vaste et la plus populeuse des cités de Sigmar. Toutefois, l'atout de la ville est sa connexion directe avec un royaume beaucoup plus généreux que les terres de cendres. Au centre d'Amerol Aksha se dresse la porte de la faille orageuse, une ouverture dans la réalité à travers laquelle on peut apercevoir la verdure d'Amerol Gira, la sœur d'Amerol Aksha. Elle est située dans le royaume de la vie, et sert de jardin et de garde-manger pour Amerol Aksha, car elle fournit toute la nourriture et l'eau nécessaires à cette ville située sur des terres arides. Cette relation symbiotique est la raison de l'expansion extraordinaire de la cité à deux queues. Des aqueducs construits par les Duardins transportent l'aqua Guinaris, cristalline dans le royaume du feu. Où que s'écoulent ces eaux magiques, la vie s'épanouit, même si, évidemment, plus les aqueducs s'éloignent de la porte de la faille orageuse, plus l'eau risque d'être contaminée et de perdre ses propriétés magiques. La faille orageuse était autrefois un couloir de passage migratoire pour des dizaines de tribus de Fracassos et de Mâchefer qui considéraient que la porte de royaume était la gueule de Morque. Une force de 30 chambres d'Éternel de l'Orage mena une attaque des deux côtés de la porte avec l'appui de milliers d'auxiliaires humains.
Le massacre fut terrible, car les peaux vertes sont des créatures sauvages et puissantes. Cependant, leurs tribus succombèrent les unes après les autres. Les marteaux de Sigmar menèrent l'assaut final. Et depuis, ils ont pour mission de protéger la grande cité qui a été bâtie à Aqshy, autour de la Porte de Royaume. Ils bâtirent un grand fort de l'orage, le Perspicarium, pour surveiller la porte de la faille orageuse. Cet édifice, doré, ceint de tours et de hautes murailles, arbore l'héraldique glorieuse du premier rost de l'orage à avoir été créé. Une fois le fort de l'orage terminé, la construction d'Amuro-Laksha put commencer. Ces fondations allaient poser les bases de toutes les cités franches à venir. D'abord, le sol fut sanctifié, avec du sang pur, puis des boulevards concentriques partant du fort de l'orage furent tracés, afin de faciliter la circulation des colons azirites, qui ne tardèrent pas à affluer. Les failles, qui balafraient les terres, furent transformées en routes commerciales pour arrêt aéronefs, et furent investis par les dépossédés qui y creusèrent des mines. Au fil des siècles, la cité à deux queues, et plus particulièrement Amuro-Laksha, devint un refuge pour les peuples libres de Capillaria et au-delà. Les quelques exilés et les tribus nomades qui avaient survécu aux ravages du chaos trouvèrent un sanctuaire derrière les hautes murailles et les boucliers des libérators. La population de la ville enfla au-delà des estimations les plus optimistes des planificateurs urbains, comme des elfes, des duardins, des humains et même d'étranges séraphons arrivaient à Amuro-Laksha. La solution reposait sur une expansion incessante. Chaque saison, les mécaphores gardant les limites de la ville s'en écartaient grâce à leurs chenilles en fer, et des équipes de maçons duardins érigeaient de nouvelles murailles et aqueducs. Désormais, nécessité fait force de loi, et les beaux hôtels particuliers du cœur de la ville ont été remplacés dans les faubourgs par de simples maisons, puis par des masures délabrées. C'est au milieu d'une foule dense que j'ai traversé la porte de la faille orageuse. Au milieu d'une cacophonie de cris de marchands itinérants, de rires et de remugles d'une humanité grouillonnante. Des prospecteurs duardins négociaient âprement avec des marchands aux atours colorés de bâtards. Et je dis même quelques elfes au crâne rasé et au regard perçant des plaines d'Aridia. À ma gauche s'étirait un précipice, puis, aussi loin que portait le regard, des quartiers pauvres, noircis par la suie, recouverts d'une brume jaunâtre. Le tintement incessant des forges mécaniques était assourdissant. Je me sentis littéralement écrasé par la taille impossible de cette cité. Vision des cités franches, par Eximius Drôle.